You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode de PodBigSell, votre podcast éphémère. Alors, je dis éphémère parce qu'en effet, ce podcast propose des diffusions d'épisodes avant le festival, pendant et après, mais en tout cas toujours autour du premier samedi du mois de juillet, puisque c'est la date qu'on a choisie comme étant le rendez-vous fixe de tous les podcasteurs et podcasteristes. Et aujourd'hui, j'ai la grande fierté de recevoir à mon micro à distance depuis Paris, Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. J'ai pas osé prononcer ton nom de famille, je préfère que tu le cites toi-même, j'ai pas envie de l'écorcher, vois-tu. C'est tout simple, c'est Audrey Vuettaz. Voilà, enchanté Audrey. Alors, tu vas participer à PodBigSell. Donc, ma première question, c'est d'abord de te présenter. Les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, certains vont te découvrir par cette petite première capsule. Donc, on va un peu donner l'opportunité de te connaître. Alors moi, je m'appelle Audrey Vuettaz, donc. Dans la vie, je suis journaliste pour la chaîne de télévision française Public Sénat. Et donc, j'ai lancé ce podcast, en fait, à côté de mon travail, sur mon temps libre. C'est un podcast qui s'appelle Trait d'Union et qui a pour but d'expliquer l'Union européenne à celles et ceux qui n'y comprennent rien. Et c'est un podcast francophone parce que je me suis vraiment appuyée sur le côté français. C'est vrai qu'en France, je ne sais pas si c'est le cas en Belgique, mais en France, il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est trop compliqué, que ça vaut pas le coup de s'y intéresser, que c'est trop éloigné. Et moi, je trouve qu'au contraire, c'est bien de savoir de quoi on parle pour pouvoir critiquer des choix politiques ou en tout cas se faire une opinion pour pouvoir être un bon citoyen, je pense. Quel élément a été le déclencheur? Quelle observation d'un besoin a fait que tu t'es dit « ce podcast, ça peut marcher » ? Alors, à l'origine, on m'a envoyé en reportage, c'était pour les élections européennes de 2019, et on m'a envoyé en reportage pour expliquer ce que faisait l'Union européenne. Et en fait, je me suis rendu compte que j'y connaissais rien. En fait, je ne savais pas. Je devais suivre des eurodéputés et je ne connaissais que ceux qui venaient jamais au Parlement européen. Et là, je me suis dit, oh là, alors moi, je suis journaliste et en fait, je ne sais même pas vraiment ce que fait l'Union européenne. J'avais des petites notions. Je me souviens du référendum de 2005 dont on avait beaucoup parlé. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je peux dire sur l'Union européenne? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut critiquer si en fait, on ne sait pas de quoi on parle? Donc en fait, moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait des gens qui trouvent que l'Union européenne, ça sert à rien. Ce qui me dérange, c'est quand ils disent que ça sert à rien, mais sans savoir vraiment à quoi ça sert. Et du coup, je me suis dit, je vais lancer ce podcast, en fait, pour expliquer les choses. Mais on s'interdit pas. Moi, je m'interdis pas, par exemple, de critiquer. Des fois, je trouve qu'il y a de l'argent qui est dépensé dans la communication qui sert à rien. Et des fois, il y a des campagnes publicitaires pour l'Union européenne. Je me dis, oh là là, tout cet argent, alors qu'en fait, on comprend même pas le... Mais en fait, je trouve qu'il faut pouvoir comprendre les choses pour pouvoir les critiquer, ou alors trouver que c'est bien, ou alors essayer de changer les choses. Mais en fait, le citoyen, il a un pouvoir au moment du vote, et c'est bien quand ce pouvoir, il est éclairé. Alors, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que tu rejoins fortement les valeurs de notre association, parce que nous, on dit toujours dans notre assoce, tu as le droit de critiquer, mais si c'est pour critiquer et rien proposer, déjà tais-toi et propose quelque chose et donne l'exemple, inspire, et puis après, tu pourras critiquer avec plus de ferveur, et c'est un peu ce que j'essaye de faire. Donc ça, c'est un point. Toi, tu soulèves encore une question plus loin, c'est que la critique, c'est bien, mais autant qu'elle soit constructive et basée sur l'intelligence de l'analyse, du véritable esprit critique dont on parlait justement. Et ça me paraît super important. Donc, si je t'écoute bien, ton podcast, il va chercher à vulgariser et à simplifier les terminologies, les politiques, les décisions, les choix européens. C'est ça? En fait, il y a, par exemple, que fait le Parlement européen? Ça, je vais l'expliquer. Mais en fait, ça, c'est un petit peu ennuyeux. Donc, il y a aussi l'idée, comme on parle d'un podcast sur l'Union européenne et que sur le papier, on n'a pas très envie de cliquer, je vais parler aussi des personnalités importantes. On parle beaucoup des pères fondateurs, mais en fait, il y a aussi beaucoup de femmes qui ont fait l'Union européenne, qui ont un peu été rayées de la carte à la fin. Je pense notamment à un personnage que j'adore qui s'appelle Louise Weiss, qui était une européenne, une féministe aussi, qui s'est battue pour le droit de vote des femmes en France, qui a été une européenne convaincue au moment où il y avait vraiment, on était entre les deux guerres, donc les deux grandes guerres. Donc elle voulait tendre la main à l'Allemagne, ce qui était quand même très novateur. Elle a fini par être un peu oubliée des livres d'histoire, même s'il y a une salle au Parlement européen à Strasbourg qui porte son nom. Mais en fait, j'essaye de m'appuyer sur des personnages importants qu'on ne connaît pas forcément, des anecdotes aussi, une visite du commandant Massoud au Parlement européen que je vais raconter, ou alors tout simplement, il se passe ça dans l'actualité, tel homme politique rencontre tel autre homme politique européen, je vous explique les dessous de cette rencontre, pourquoi c'est important, qu'est-ce que ça change. En fait, il y a plusieurs formats d'épisodes pour éviter de se dire que fait la Commission, que fait le Parlement. Mais à chaque fois, j'essaye de faire de la pédagogie. De rendre les choses dynamiques et instructives à la fois.
avec un intérêt qui est cultivé dans les événements et d'un peu l'actualité aussi. C'est un mélange un Oui, peu. parce qu'en fait, déjà, l'Union européenne, ça donne pas forcément envie. Et puis aussi, ce que j'essaye de faire, c'est que je fais des épisodes qui sont pas plus de 15 minutes parce que je me dis, sinon, D'accord. voilà, il faut que ce soit quand même assez dynamique. Alors au festival, tu auras 1 heure devant toi, mais la chance, c'est que ce jour-là, tu auras l'opportunité d'échanger avec le public, de recevoir leurs questions. Je ne sais pas si c'est ce que tu as prévu. Alors ça, c'est ce que j'ai prévu. J'ai aussi prévu d'avoir, alors c'est encore en cours de calage parce que c'est un peu compliqué, mais d'avoir des invités sur scène. En fait, je voudrais parler, comme je te disais, j'essaye de faire de la pédagogie, d'un sujet qui concerne un peu tout le monde, qui est la fast fashion. Et donc en fait, l'Union européenne, elle prend des mesures, des lois, des positions. Des fois, ça va assez loin, des fois pas assez loin. C'est peut-être ce dont on discutera. Pour justement réglementer la fast fashion, qui est très polluante, qui est problématique pour les droits humains. Et l'idée, voilà, ce sera d'interagir autour de ce sujet parce que je me suis dit, il faut quelque chose qui soit accessible. Et puis, je trouve qu'on tend l'oreille quand même quand on parle de ces sujets-là. Il y a aussi des questions écologiques, environnementales. Et donc, voilà, l'idée, c'est d'avoir une petite discussion sur ce que fait l'Union européenne ou pas assez. Et en effet, d'échanger avec le public. C'est l'intérêt de faire un épisode en public. Ce que j'aime bien dans ce que tu as dit, c'est que tu parles du féminisme, parce que c'est vrai que les femmes ont tendance à être effacées de l'histoire et oubliées. Moi, je suis très content qu'il y ait de temps en temps des gens comme toi qui parlent aussi plus des femmes. Dans ton podcast, j'ai le sentiment qu'il y a quand même de sérieux challenges et une bonne préparation. Alors, ton métier, c'est journaliste, donc c'est un plus, ça t'aide, parce que quand on fait ce genre de podcast, on va être amené à avoir des comportements de haters, de gens qui sont pro ou anti-Europe. Comment tu gères tout ça? Comment ça se passe? Quels sont les véritables défis qui se présentent à ton projet? Alors, c'est vrai que quand je mets les épisodes, par exemple, sur les réseaux sociaux, il y a des commentaires qui sont... Ils peuvent être très violents, mais qui peuvent l'être aussi très critiques. Après, moi, je fais un peu le tri dans les commentaires parce qu'il y en a certains où je sens que de toute façon, il n'y aura pas de place pour le dialogue. Donc, en fait, ça, j'y réponds pas. Après, s'il y a quelqu'un qui me pose une question qui peut être critique sur tel ou tel sujet, par exemple, pour promouvoir un épisode, j'avais expliqué comment on vote au Parlement européen. Et en fait, très techniquement, des fois, on vote à main levée et des fois, on vote de manière électronique sur un boîtier. Et on vote à main levée pour aller plus vite parce qu'il y a des centaines d'amendements qui sont votés par session. Et donc, on le fait à main levée. Et quand il y a un doute parce qu'il n'y a pas assez on ne voit pas vraiment la différence, là, on passe sur boîtier. Et pour les vrais gros votes, ceux qui vont structurer les textes, on vote aussi sur boîtier. Et il y a des gens qui, très légitimement, se disaient mais pourquoi on ne fait pas tout le temps sur boîtier ? Parce que ça prend quand même un petit peu de temps. Voilà, j'essaye d'expliquer les choses. Moi, je peux comprendre que les gens se disent attendez, mais les lois qui régissent notre vie, elles se font à main levée, comme ça, à la va-vite. Donc voilà, il y a quand même un côté, on peut comprendre qu'il y ait certaines critiques, on les explique. Après, peut-être qu'il faudrait aussi changer les choses et tout faire par vote électronique. Mais voilà, quand il y a des gens qui sont dans cette critique-là, je trouve que c'est là que la pédagogie opère. Et puis après, pourquoi pas pousser leurs eurodéputés à demander de changer la loi. Donc c'est ça en fait le sujet. Après, s'il y a quelqu'un qui me dit vous êtes une pauvre folle financée par l'Union européenne, ce que je ne suis pas, ni folle ni financée par l'Union européenne, là, oui, non, je laisse passer quoi. Le titre de feedback montre le niveau d'où il vient, quoi. Je veux dire, Ouais, c'est un peu ouais. l'esprit critique, c'est pas ça non plus, quoi. C'est Voilà. pas être agressif, c'est pas être méchant, c'est pas être tomber dans la stupidité de l'agression, quoi. Mais Ça, c'est vrai que pas c'est un sujet qui est constructif du tout. clivant. C'est un sujet qui est très clivant. Est-ce que parfois c'est difficile de placer le curseur correctement parce qu'à un moment donné, tu sombres vite dans le débat politique. Il y a très peu de chances de ne pas y sombrer. Moi, je reste dans la pédagogie. Et puis en fait, je suis journaliste. Donc, Et c'est ta force de journaliste, Ouais, voilà. voilà, c'est ça. Par exemple, je sais que j'avais fait un épisode sur un texte écologique que certains voulaient limiter, que d'autres voulaient pousser plus loin. Et là, dans ces cas-là, j'ai interviewé une eurodéputée écologiste et une eurodéputée Les Républicains, donc c'est le PPE, la droite européenne, parce que là, j'avais besoin des deux avis. En fait, moi, je suis pas là pour donner mon avis, je suis là pour vous expliquer ce qui peut changer au moment de ce vote. Donc, je prends les deux côtés. Et en fait, ça, je pense que c'est un peu la force journalistique, c'est que même si on n'est jamais vraiment totalement neutre, mais en tout cas, c'est de rester le plus neutre possible pour, en fait, expliquer les choses plus que prendre position. Je voudrais quand même situer aux auditeurs et auditrices depuis quand le podcast existe et combien d'épisodes tu as. Comme ça, on peut un peu voir, combien de sujets ont été un peu déjà détaillés. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire? Alors, le podcast, il existe depuis 2021, mais j'étais pas très régulière. Ah ouais, quand même. Et la régularité, elle est venue plutôt les dernières années et je suis à 160 épisodes à peu près. Waouh, quel travail. Donc ouais, c'est... Et puis là, j'ai développé aussi en fait des formats sur les réseaux sociaux plus courts parce qu'en fait, je me rends compte que
le format podcast, c'est un petit peu difficile d'aller finalement chercher les auditeurs. Ça passe aussi par les réseaux sociaux, donc c'est la raison pour laquelle je suis passée aussi sur les réseaux sociaux. Oui, et puis le podcast nécessite qu'on se mette sur un maximum, même des petites plateformes, parce Ouais. que c'est là aussi que les auditeurs se trouvent. Bon, ça commence à prendre beaucoup d'ampleur et à devenir très populaire, hein. Il y a des statistiques qui montrent que le podcast est parfois plus écouté qu'une radio locale et parfois même plus qu'une télévision locale ou d'autres canaux de médias. Une quantité énorme d'épisodes, mais j'ai envie de dire qu'avant de venir au festival, je voudrais lancer une invitation aux auditeurs et auditrices d'aller écouter quelques épisodes s'ils ne connaissent pas encore, pour qu'ils puissent échanger de façon encore plus pertinente avec toi et bien comprendre la qualité de ce que tu veux faire et l'échange que tu veux créer avec eux. Si tu devais donner 1 ou 2 épisodes à peut-être aller écouter, qui symbolisent vraiment, qui incarnent vraiment ton approche intellectuelle, quels épisodes tu conseillerais aux éditeurs et auditrices qui découvrent le podcast? Alors là, je l'ai un peu évoqué. Moi, mon préféré, celui que j'ai préféré faire, c'est l'épisode sur Louise Weiss, donc qui était une personnalité française de l'Union européenne. Donc là, il y a vraiment son portrait. Celui-là, c'est mon préféré. J'irai l'écouter du coup, parce que moi, ça me parle. Après, il y en a un autre, celui dont je parlais, c'est c'est un épisode sur un texte qui s'appelait La restauration de la nature. Et là, ça montre plus le côté pédagogie sur un texte d'actualité. Bon, même si le texte, il commence un peu à dater, mais ça montre bien l'épisode. Un autre dont j'ai parlé aussi, en fait, j'étais partie d'une photo d'une ancienne présidente du Parlement européen qui s'appelait Nicole Fontaine, qui avait rencontré le Oui. commandant Massoud au début des Ouais. années 2000. En fait, c'était même quelques mois avant la mort du commandant Massoud qui a donné lieu, en fait, finalement, de facto aux attentats du 11 septembre 2001. Et en fait, elle l'avait reçu alors qu'à ce moment-là, il était perçu comme un paria sur la scène internationale. Et elle l'avait reçu au Parlement européen. Et en fait, moi, j'ai été retrouver les personnes qui étaient allées le rencontrer pour le convaincre de venir au Parlement européen. Et les gens m'avaient donné leur témoignage. En fait, c'est un peu des hommes de l'ombre qui étaient un peu allés négocier ça. Et je trouvais que finalement, en partant d'une photo, on pouvait faire un épisode de podcast sur un point important qui montrait un peu le rôle du Parlement à ce moment-là, plutôt sur son côté un peu géopolitique. Même si tu es autonome et autoproduite, tu es quand même dans un métier de journalisme avec des interactions avec les personnes dont tu parles. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui vient te frapper sur l'épaule symboliquement en disant « Dites, Audrey, ce sujet-là, vous auriez pu vous abstenir » ou qui essaye d'influencer du tout, non? Jamais. Jamais, Et au d'accord. contraire, moi, j'ai eu une expérience super positive avec ce podcast. C'est qu'en fait, pendant les élections européennes, mon employeur, qui est Public Sénat, a mis en place un espèce de partenariat avec mon podcast qui est individuel, donc que je fais, que j'autoproduis. Et on a fait des épisodes en commun. Donc en partenariat pendant 6 mois de campagne à peu près. Donc il y avait 2 épisodes par mois. Et ce qui était vraiment top, c'est que en fait, c'est moi qui choisissais les sujets, je le faisais. Et puis après, ma head chef, elle avait on va dire, un regard. Et en fait, c'était plutôt intéressant parce qu'elle me laissait finalement la marge de manœuvre que j'ai dans le podcast. Mais ça me faisait un premier auditeur, alors que d'habitude, moi, je suis toute seule. Et elle avait des retours qui étaient quand même hyper pertinents sur des choses qu'elle n'avait pas forcément compris. Et en fait, j'ai plutôt bien aimé ce moment-là. Autre point positif, c'est qu'en fait, les eurodéputés, ils ont un petit peu de mal à exister sur la scène politique française, dans les médias notamment. Parce que l'Union européenne, c'est très loin, c'est un peu barbant. Donc, ils sont pas forcément interviewés. Donc, en fait, moi, franchement, je crois que j'ai dû avoir 1 ou 2 refus, mais pour des raisons d'emploi du temps, de gens qui pouvaient pas venir dans mon podcast, d'hommes ou de femmes politiques, et sinon ils m'ont vraiment tous répondu. Donc c'est quand même plutôt positif, et en fait il y a jamais personne qui m'a tapé sur l'épaule pour me dire bah non, pas ce sujet ou pas celui-là. Ok, c'est encourageant d'entendre ça, c'est chouette, ça rassure un petit peu aussi, parce que c'est vrai l'imaginaire peut aller dans tous les sens, hein. Ouais. Alors, l'Union européenne, elle a 2 sièges, si on peut dire. Il y a Bruxelles, bien évidemment, donc j'imagine que tu viens de temps en temps à Bruxelles, Ouais. me voir souvent. Et puis il y a Strasbourg, si je me trompe. Il y a les 2 sièges en effet. Ça aussi, ça mérite peut-être d'être critiqué, parce que finalement, en fait, à l'origine, le Parlement européen, il est à Strasbourg, c'est son siège historique, et ils ont voulu mettre les institutions européennes dans différentes villes européennes, que ça ait du sens. Donc le siège est à Strasbourg. Le problème, c'est que la Commission européenne et le Conseil de l'Union européenne, avec qui il faut travailler pour faire les textes politiques, ils sont à Bruxelles. Et donc, il y a eu un parlement qui s'est créé à Bruxelles pour que ce soit quand même plus pratique d'échanger. Les bureaux sont les uns en face des autres, on fait des rencontres. D'accord. Et donc, en fait, tout le travail parlementaire en amont des votes, il est fait essentiellement à Bruxelles.
Et les votes vont se faire à Strasbourg 1, voire 2 fois par mois, mais plutôt 1 fois par mois. Donc en fait, on déménage tout ce petit monde à Strasbourg pour aller voter. Et c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui se disent « Non mais là, c'est n'importe quoi, faudrait tout mettre à Bruxelles, élargir l'hémicycle, élargir le Parlement et puis tout mettre à Bruxelles. » Mais en fait, la France, elle y tient à son siège à Strasbourg, notamment parce que historiquement, c'est quand même une ville qui a du sens, Strasbourg, dans le lien qu'il y a pu avoir, parce que l'Union européenne, elle s'est faite sur la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Donc Strasbourg, Exact. voilà, ça a du sens. Et puis même Symbolique. Ouais. économiquement, c'est important aussi pour tous les acteurs, les hôtels, les trains, les restaurants qui finalement reçoivent le Parlement européen 1 fois par mois. C'est un débat. Naïvement, moi je t'ai même imaginé qu'en fait ils avaient besoin de 2 lieux parce qu'en cas de conflit armé, de sécurité, de backup, ça aurait pu jouer éventuellement un rôle aussi. Non, c'est juste Là, on une peut être histoire naïf. de praticité et finalement de la France qui veut, et d'autres pays, mais c'est surtout la France puisque c'est en France, qui veut garder ce lieu finalement qui est quand même fort symboliquement et puis économiquement, puis même pour l'influence, quoi. Dernière question peut-être pour terminer aujourd'hui cette courte interview. Est-ce que tu as des feedbacks de tes auditeurs et auditrices? De quel type de feedback es-tu heureuse de recevoir? Bah alors moi j'aime bien quand les gens ils me disent j'avais pas compris et en écoutant j'ai compris. Ou alors D'accord. ça j'avais pas suivi ou j'avais pas retenu dans l'actualité et merci d'en avoir parlé. Souvent j'aime bien faire un peu le pas de côté, pas forcément parler de l'actu, mais des fois il y a des gens qui écoutent pour se tenir au courant, donc ça je trouve ça hyper intéressant. Et puis alors je reviens toujours au même épisode sur Louise Weiss, mais celui-là j'ai vraiment beaucoup aimé le faire. On a compris que tu le kiffes. Et en fait, il y a un assistant parlementaire d'un député européen. Donc, le mec, il est quand même censé s'y connaître en sujet sur l'Union européenne. Et il m'a dit merci, parce qu'en fait, quand on va à Strasbourg, on va dans le bâtiment Louise Weiss, et je savais pas qui elle était. Waouh! Ah, ça c'est un chouette feedback quoi. Ouais. Ouais, clairement. Bah alors, je te fais un merci aussi parce que tu vois, aujourd'hui, dans notre échange, j'ai appris pourquoi il y avait 2 sièges. Moi, je pensais que c'était une raison de sécurité. Je cherchais... Bon, j'ai pas beaucoup cherché, soyons honnêtes, c'était pas le sujet favori que j'avais, mais là, tu te donnes une petite envie déjà d'être plus curieux sur l'Union européenne. Donc, je crois que ton objectif, tu l'atteins presque à chaque fois, si je t'écoute Bon, bah, bien. je suis ravie. C'est le but et je suis très contente. Ok, bah écoute, je pense qu'on va aussi demander aux éditeurs et auditrices d'aller encore une fois écouter tes épisodes, de s'abonner, de donner une évaluation, donner un petit retour. Ça fait toujours plaisir Ouais. quand on est podcasteur. Où est-ce qu'on trouve ton podcast? Il est sur toutes les bonnes Ouais, plateformes, sur toutes les j'imagine. plateformes. Alors, je sais qu'il faut se mettre sur tous les réseaux, mais mon réseau social préféré, là où on peut vraiment échanger avec Ouais. moi, parce que j'y suis tout le temps, c'est Instagram. Instagram, Ouais. d'accord. Audrey, je pense qu'on en a entendu assez que pour avoir envie d'aller t'écouter déjà, j'espère. Et en tout cas, assez que pour avoir envie de te rencontrer, parce que le 5 juillet, tu seras toute la journée Ouais. parmi nous. Il y a des moments de networking qui sont prévus pour que tu puisses aussi échanger avec tes auditeurs et auditrices. Je les encourage vraiment à venir te parler parce que tu es vraiment à l'écoute. Ça s'entend aujourd'hui aussi. Bah, avec grand Et c'était plaisir. aussi pour ça qu'on faisait cette interview. Et merci pour l'invitation. Merci pour ton temps. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation dans l'épisode et puis au 5 quoi. On se voit au 5. À bientôt. Au Au revoir. revoir. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégiés. The Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneuses, et de collaborer avec le Lovell Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be.